Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR. Retour du podcast hebdomadaire, encore une fois, et épisode un peu spécial. Aujourd'hui, on va faire un petit bilan de la mi-saison et on accueille un invité avec nous. Déjà, il y a mon compagnon habituel, c'est Jérémy. Comment tu vas, Jérém? Ton compagnon habituel? Ouais, c'est parce que tu sais très bien. Bon, commence pas, on a dit qu'on faisait vite, putain. Ouais, enfin bon, salut, salut à tous. Et ouais, ça y est, la première partie est finie, on commence la deuxième déjà. 3-4 matchs déjà commencés. Et puis ouais, invité spécial, on a eu l'un, aujourd'hui on va voir l'autre. Ouais, on a eu l'amour romantique, le baseball romantique, et aujourd'hui on a le baseball passion, celui qui s'enflamme, qui s'embrase, qui s'énerve parfois, mais qui l'aime quand même, ce baseball. On accueille Mike d'à coup sûr. Comment tu vas, Mike? Très bien, salut les gars. Déjà merci, c'est très sympa. Enfin, vous voulez faire un vrai bon épisode, donc c'est moi que vous invitez. Par rapport à Guillaume, déjà ça va changer un petit peu. Deuxièmement, on a un accord tacite entre gentlemen. On va le dévoiler quand même à vos auditeurs. C'est que je ne fasse pas Tunnelman et que je ne vous carjack pas l'épisode comme une autre personne a pu le faire. D'accord? Par contre, je tenais juste à vous dire en intro, qui n'a rien à voir avec le sujet. Déjà, merci pour toute cette préparation, ce conducteur hyper détaillé et tout, qu'on a eu le temps de préparer l'épisode pour être cohérent et ça. Je vous remercie, c'est très gentil. Jérémy, t'as pas du tout la tête de ton corps. Le prends pas mal, hein, ça n'a rien à voir. Mais quand moi je t'écoute, j'ai l'impression que t'as 65 ans, t'as la voix d'un mec hyper mature et tout posé. Et quand je te vois, non. Et deuxièmement, Julien, c'est quand même une grosse casquette de lèche-boule, ce que tu as mis. Ouais, Oui, c'est exactement ce que j'ai dit au début. Exactement. Je me suis habillé pour recevoir. On recevait. Parce que tu as une casquette des Cards. Voilà. Mais, et après j'arrête de faire le tunnelman, Jérémy, tu as une grosse casquette d'hypocrite. Parce que tu as dit, moi je mets pas un truc de baseball, je voulais pas faire trop baseball. Donc tu nous as fait genre la Fashion Week, tu as choisi ta casquette en fonction de la personne qui en faisait ça. Parce que j'ai que celle-là qui n'est pas baseball. Ah voilà, c'est ça. Tu as appris celle qui n'est pas baseball. Bon. Tout ça pour dire que, vu qu'on a un accord de ne pas faire 3 heures, ce qui veut dire, Julien, que 2h30, ça passe dans le scope. Normalement, c'est bon. C'est bon. Ouais, normalement, c'est bon. Après, j'arrête et je vous laisse parler. Mais merci en tous les cas, c'est vraiment cool de pouvoir faire des épisodes croisés comme ça. Ouais, merci à toi en tout cas d'être là. Bon, le programme, comme vous l'avez compris, on a un conducteur de ouf, c'est qu'on va faire un petit bilan de la saison. On va échanger un petit peu là-dessus. On va faire un exercice qui va plaire à notre invité, c'est des prédictions sur les awards. Et ouais, autant qu'on le mette dans de bonnes conditions. Donc voilà. Bon, bilan de la première partie de saison. Après, on a eu ce petit All-Star break. Voilà, on a... les choses sont lancées maintenant. On va arriver dans la course au wildcard, comme on dit. Et juste un peu, on va tourner autour de ce qu'on en a pensé. Est-ce qu'on a eu des surprises et des choses qui nous ont plu ou moins plu dans cette saison? Jérémy, on avait déjà fait ça un petit peu, mais on va commencer avec toi. Et puis après, on laisse place à l'invité. Puis après, je prendrai la parole un petit peu. Jérémy, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de manière globale pour l'instant? Globalement, on a des surprises, comme on a des choses qui sont dans la normalité, on va dire, de la MLB depuis quelques années. Des joueurs qui sont clutch et qui sont là présents, d'autres un peu moins. Voilà, je pense qu'on est sur une saison normale en soi. Après, voilà, il y a quelques petits points qui font que voilà, ça nous permet de regarder un peu plus telle équipe, tel joueur. Mais pour l'instant, moi, je suis pas enthousiasmé de ouf non plus sur cette première partie. Ok. Mike, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, en fait... T'as pas écouté? Si, j'ai écouté. Mais vous n'avez pas Guillaume là, les gars. Donc va falloir un peu taper dedans, hein, parce que si vous faites des trucs trop gentils, ça va pas le faire. Il faut y aller, il faut dire ce que vous pensez. Non, en fait, je vais te dire un truc. C'est que quoi qu'il arrive, à chaque fois, c'est les mêmes saisons. C'est-à-dire que quand tu arrives au All-Star Break, etc., tu as toujours le même ressenti. C'est toujours les mêmes équipes sur qui tu peux compter. T'as des surprises, mais en vrai, t'en as pas non plus de ouf. Et c'est toujours les mêmes joueurs.
qui trustent le haut du panier. Tu en as toujours un ou deux qui arrivent, mais au final, tu as beau faire tous les bilans que tu veux, c'est toujours la même chose. Et le pire dans tout ça, c'est que quand tu referas ça fin septembre, ça se trouve, il y a encore plein de trucs qui vont s'inverser. Donc la saison, elle est tellement longue, que te faire un avis sur la saison après 3 mois, c'est un peu ce que disait. En fait, c'est hyper compliqué parce que en fait, tout peut encore changer. Tu vois, on blaguait sur un truc. Quand tu as mis le conducteur à ce dont on allait parler, j'ai commencé à regarder un petit peu. Ce que j'ai fait, j'ai repris les comptes pleins. Et j'ai dit, tiens, qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est pas passé? On a dit beaucoup plus de merde que la réalité. Mais je prends un exemple sur lequel tu avais été taquin. Et à raison, c'est celui des Reds. Et en fait, j'ai regardé et je me suis dit, mais là maintenant, ils sont encore en course. Mais si ça se trouve, dans 2 semaines, là, ils vont faire n'importe quoi à la trade deadline et ils seront plus en course. Donc en vrai, tu as tellement des chances importantes au cours de la saison qui jalonnent le truc que en vrai, la saison, c'est une de plus comme une autre. Et de toute façon, on se rappellera de la saison que si septembre, octobre et novembre sont des matchs de ouf. Sinon, le reste, on aura déjà oublié. C'était qui la meilleure équipe du mois d'avril? Non, Cardinals regarde pas tes notes, Jérémy. Tu regardes pas tes notes. Je te le dis en direct. avril. Tu regardes pas tes notes. Meilleure équipe en avril. Ouais. C'était pas les Yankees. C'est qui le player of the month en avril? C'était pas les Yankees et Judge. Je sais pas. Mais en vrai, c'est juste signe qu'on en a rien à foutre. Puisque nous, ce qu'on veut savoir, c'est septembre et octobre. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais ceci dit, moi, je le regarde toujours avec les dynamiques. Donc voilà, c'est pour ça. Après, je suis Oui, d'accord mais c'est hyper intéressant. Hein. Mais je dis juste que c'est vrai que l'analyse qu'on a là, en fait, elle est hyper tronquée parce qu'il y a 2 mois, elle était peut-être totalement différente et dans 2 mois, elle sera encore peut-être totalement différente. C'est ça aussi la beauté du truc. C'est ça. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec. La preuve en est, c'est ce qui s'est passé l'année dernière avec les Tigers. Si on les avait, on les prenait au même moment l'année dernière, c'était enterré, c'était fini. Et au final, ils nous font une fin de saison tonitruante. Et à l'inverse, on a les Guardians qui avaient commencé super fort et qui ont eu un peu du mal à finir, quoi. C'est un peu, ils ont calé un peu dans la deuxième partie de saison. Non, moi juste, c'est que je suis surpris des divisions centrales. Parce que c'était pas du tout ces dynamiques-là auxquelles je m'attendais, en fait. Je m'attendais à plus serré vers le haut dans l'AL et plus serré vers le bas dans la NL. Et or, on a complètement deux dynamiques différentes. Je suis surpris des équipes de la NL centrale, Cardinals, Reds, Brewers, qui font en fait une première partie de saison sur lesquelles je ne pensais pas que ça allait tourner aussi bien, en tout cas. Notamment chez les Reds, tu l'as dit tout à l'heure, mais je pense que Terry Francona a sa part de responsabilité. Beaucoup là-dedans, parce que je ne m'attendais vraiment pas à ce genre de saison. Et à l'inverse, de l'autre côté, c'est une équipe comme les Royals que je voyais aller chatouiller les Tigers, voire un peu plus, et qui est complètement dans le doute actuellement. Et voilà, juste ça. Et également, dernier point, c'est les Yankees. On pourra dire ce qu'on veut. En début de saison, on s'était dit ils perdent Cole, ils perdent Stanton, ça va pas aller. Louis Riel est blessé. Et comme l'année précédente, en fait, quand je ne sais plus qui s'était blessé, encore c'était Cole aussi qui était blessé en début de saison, on s'était dit ouais, ça va pas aller. Et puis au final, ça tient le coup. Et comme d'habitude, au mois de juin, ils font du caca. Mais là, ils avaient moins d'avance que l'année dernière. Donc voilà, juste ça, moi, c'est un peu mon premier ressenti en fait à cette première partie de saison. Donc voilà. Et puis après, c'est des choses comme vous dites qui sont on va dire coutumières. On retrouve des équipes dont on a l'habitude. Et voilà. Et puis après, c'est plutôt des déceptions qui vont être du côté, par exemple, des Orioles, où je suis un peu déçu. Les Athletics, mine de rien, parce que je pense qu'il y avait une équipe jeune et il y avait de quoi faire, mais il y a vraiment un problème de stade, d'après ce qui est reporté. Et bien entendu, les Braves, qu'on n'attendait pas là forcément, et qui sont, à mon avis, maudits. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mauvais karma. Mais voilà, moi, c'est ce que j'en retiens de ce début de saison. Tu vas quand même regarder au mois de juillet et août le baseball, Julien? Bah ouais, parce que oui, T'as pas le choix.
J'ai oublié de le dire, déjà. mais oui, on n'a pas le choix parce que maintenant, qu'on s'est positionné sur un créneau hebdomadaire, il faut bien essayer d'assurer. Cette année, ça a été dur de suivre quand même pour moi. On peut parler de ça aussi, comment on a suivi cette saison. Jusque-là, moi, ça a été assez dur de suivre et de faire des matchs. La deuxième partie de saison, on va essayer de faire un peu plus. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, je vais regarder. Bien obligé. Et puis ça fait 1 an là aujourd'hui au fait que j'ai démarré les podcasts. Je suis trop fier. Bref, voilà. Tu veux un cadeau, c'est ça? Non, il veut une coupe. Mais non, mais avec ses médailles déjà, c'est bon. Ouais, c'est bon. Non, mais on le sait, il est là toujours à flasher ses distinctions. C'est ma dernière médaille du championnat régional. Ah, c'est cool, tu l'as acheté sur Temu. Non, mais du coup. La Ligue l'a acheté sur Temu. Non, mais sans blaguer, pour revenir à ce truc de base, c'est que au final, tu as toujours un truc qui est très prenant dans les analyses que tu as avant, mi, post-season, tout ce que tu veux. C'est juste que il est impossible de prendre en compte ce qui va réellement se passer en termes d'effectifs, de blessures, de transferts. Enfin, tu vois, je veux dire, on a quand même eu un truc. On a eu un Rafi Devers qui s'est barré première moitié de saison. C'est-à-dire que le mec qu'ils ont signé, qui devait être le franchise player, s'est barré chez une équipe qu'on n'avait pas vu, on n'avait pas eu le truc arriver chez les Giants. Donc ça change le paradigme, ça change le contexte au sein de 2 équipes et donc au sein de 2 divisions, tu vois. Mais tu reprends le truc, pour les Yankees, est-ce qu'ils ont été meilleurs que ce qu'on pensait ou est-ce que les autres ont été plus nuls que ce qu'on pensait? Hein? Les Centrals, c'est pareil. Est-ce qu'ils sont si forts que ça ou est-ce que finalement, c'est juste en face, ils sont pas bons? Parce que tu vois, il y a tout ce truc qui peut venir où tu peux te poser la question, mais tu regardes les bilans, par exemple, tu parles des Reds, tu regardes le bilan des Reds, dans leur bilan qui est positif jusqu'à présent, ils ont un 5-1 face à Cleveland. Mais le 5-1 face à Cleveland, en temps normal, il est inversé. Et là, ça te change la donne, tu vois. Donc, en fait, c'est toujours cette question. Ils sont à 5-1 face aux Rockies. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui build un 8-2 sur un bilan de 10 matchs, où finalement, là, il y a une notion de calendrier. Il leur reste qui à affronter? Qu'est-ce qu'ils ont affronté? C'était quoi la dynamique des uns des autres? Si tu prends les Yankees en juin ou si tu les prends en avril, c'est pas le même délire. Donc, est-ce que c'est vrai que tu as été meilleur ou moins bon? Tu vois, il y a plein de trucs qui rentrent en compte là-dedans. Donc, c'est ce qui fait aussi que, au bout d'un moment, en vrai, moi, cette année, j'ai regardé, comme chaque année, beaucoup de matchs au mois d'avril. De moins en moins de matchs au mois de mai en entier, mais plutôt plus de matchs résumés. Juin, juillet, c'est pas blackout, hein, mais je regarde des gros résumés, je me mets rarement sur un match, ça va être pareil, et puis va arriver le mois de septembre, mais au mois de septembre, je vais recommencer à bouffer, parce que c'est aussi les matchs... Là, en fait, t'es vraiment dans un espèce de trou noir, où en vrai, les mecs, ils peuvent perdre 10 matchs d'affilée maintenant, dans 1 mois et demi, ils sont encore dans la course. Sauf, bon, pour certaines équipes, mais les White Sox et les Rockies, de toute façon, ils sont pas dans la course toute l'année, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est ce truc-là, en fait, où comment tu regardes les matchs. Bah, au début, tu choisis, tu veux regarder un petit peu tout le monde, et puis là, tu commences à regarder les matchs qui ont un intérêt. Parce que, bon, regarder se cogner un Marlins pirate, t'as peut-être autre chose à foutre dans ta vie à ce moment-là de la saison pour regarder. En avril, peut-être que si c'est un Skins à Alcantara, tu vas le regarder. Ouais. Si. On l'a regardé. Oui, voilà. On a tous Maintenant, regardé. de toi à moi, le Skins Alcantara qui va arriver au mois de septembre, tu peux avoir un opener sur un Phillies Mets, tu vas regarder Phillies Mets. T'as rien à foutre, même si c'est un bullpen game, tu vois. Donc c'est ça aussi, c'est finalement, la saison est tellement longue, ils nous mettent tellement de matchs avec des purges qui nous font chier, mais allez voir l'utility player ou Kiki Hernandez prendre 2 manches en fin de match parce qu'ils ont plus 15 ou qu'ils ont moins 15, on s'en bat les couilles. Il va pas être d'accord. Moi, j'aime bien. Ouais, mais écoute, on le voit à ta casquette. T'as pas des bons goûts, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Ouais, désolé.
Ah ouais, mais qu'est-ce que j'allais dire? De toute façon, peu importe. Moi, ce qui me fait marrer, moi, le plus, c'est, tu sais, c'est les forces des calendriers. Je trouve que ça veut rien dire parce que là, tu vois, j'ai vu une infographie, il y a pas si longtemps, sur, en fonction de qui a le calendrier le plus fort ou pas. C'est un peu ça revient un peu à ce que tu disais, mais ça dépend, tout dépend, en fait, je veux dire la dynamique de l'équipe, à l'instant. Tu vois, qui avait dit que, là, pendant ce All-Star break, les 2 séries d'avant et la série de ce week-end, les Dodgers, bah, finalement, c'était plutôt cool de les prendre. Parce ils gagnent pas une série, sur les 3 dernières séries. Tu vois? Alors que si tu les prends en effet sur le classement, tu te dis, «Ah bah merde, ouais, c'est 3 gros, enfin, si tu l'as dans ton classement, ça va te dire que tu as un calendrier qui va être plus compliqué et cetera. Or pas du tout, là, le calendrier, pour, jouer les Dodgers en ce moment, c'est plutôt cool. Et je vais même te donner un truc encore plus basique. Tu joues les Giants, tu es à l'Oracle Park, tu te tapes une série de 3 jours où tu as des vents contraires. C'est mieux ou c'est plus facile ou c'est moins facile que d'autres? C'est plus facile de jouer, sur un stade qui est fermé, pas fermé. Tu as un rain delay et du coup, tu te retrouves avec une série qui finalement devait être, étalée sur 4 jours et qui se retrouve où tu vas jouer 5 matchs en 3 jours. Tu sais rien. Donc en fait, ils te font des trucs, c'est pareil que les power rankings, c'est pareil que tout ce que tu veux. Ça veut rien dire en fait, tu sais rien. Oui, c'est sûr que si tu as un enchaînement dans ton calendrier au mois de septembre et que tu finis par, Pirates, Marlins, White Sox, et les Orioles de maintenant, tu te dis: «Oh, c'est quand même mieux que taper, Yankees, Phillies, Dodgers». Quoi qu'il arrive, ce sera mieux, d'accord? Sur le Mais papier. ouais, non, ce sera mieux. Là, moi, j'hypothèque ma maison pour dire que ce sera mieux et j'ai aucun problème. Ce sera mieux, Allez, d'accord? Ah ouais? Allez, Mais toi, tu hypothèques quoi? la heu, bibliothèque derrière. mes casquettes. Ouais, non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Mais non, Pas mais celle-là, j'en ai d'autres. non, mais oui, mais ouais, mais les autres m'intéressent pas parce que je pense que les logos qui sont dessus sont différents de celles-là. Donc non, mais tu vois, c'est ça, le truc du faire des projections, et c'est ce qu'on dit depuis le début. Toi qui as écouté tous nos épisodes depuis le début, Jérémy, c'est un faux fan, il l'a pas fait, mais toi, tu l'as fait. Je sais pas si tu te rappelles, les C'est le seul en projections, France. C'est le hein? seul en France qui l'a fait. Non, alors attention, des Mis à fois part vous. on se dit qu'on est une secte. Non, je déconne pas. Là maintenant, il y a, c'est la 6e saison qu'on le fait, donc effectivement, il commence à y avoir, entre les comptes pleins et tout, tu dois avoir plus de 300 épisodes. Mais tu sais qu'encore l'an dernier, l'année d'avant, on en a plein qui me disaient: on écoute vos podcasts». Donc on a commencé du plus récent pour remonter jusqu'au premier. Et du coup, bah, ils nous entendent dire de la merde, hein, tout le temps parce qu'ils disent: «Il va se passer ça», il se passe jamais ça. Un tel est nul, en fait, il est bon. Un tel est bon, en fait, il est nul. C'est ce qui ça se passe tout le temps. Mais pour revenir au point, donc ça existe. Il y a des mecs qui ont vraiment une vie de merde, mais de rien, c'est cadeau. Mais Merci. mais tout ça pour dire, ou alors qu'ils font des mauvais choix de vie. Ça, c'est un autre histoire, parce que passer Oui, non, autant oui, d'heures non, ne à le nous lance pas écouter. quand même sur le sujet. Ne le Non, mais lance pas. passer autant d'heures à nous écouter, c'est un mauvais choix de vie. Et déjà, moi je le dis, hein, parce que tu t'imagines, moi je l'ai écouté que la moitié, j'ai écouté Guillaume, mais c'est déjà un mauvais choix de vie. Donc, qui nous écoute tous les deux, c'est encore pire, un mauvais choix de life. Tout ça pour dire que la première saison, quand on fait des projections, on fait des projections totalement farfelues. On dit des conneries. Il n'y a pas de match. Donner des matchs, vous l'avez vu cette année, on a fait des projections, on a même mis plus de matchs qui était possible de jouer. Mais Oui, parce que t'imagines ce qu'il faut faire pour trouver le vrai truc. Les gars, on n'est pas des contrôleurs de gestion, on n'est pas là pour ça. Donc faire des projections, en vrai, sur les calendriers, sur tout ça, c'est comme faire des projections à la trade deadline. Hormis si tu t'appelles Ken Rosenthal, Jeff Passan et que tu as vraiment des entrées et que tu sais à peu près qui est quoi, tu aucun GM qui va te dire: «Ah ben moi je songeais à aller, faire un trade entre Judge et Ohtani». Tu le sauras jamais. Tu fais des projections et tu le vois bien, hein. Tous les mecs qui font des cartos de qui va aller où, c'est avec quoi? 5%, 10% de trucs bons. Parce qu'en fait, ouais, encore. mais et encore, ça s'appelle du hasard. Ouais, après, tu toujours moi, c'est un truc qui me fait délirer, genre, je rebondis sur les projections de trade. Il y a toujours des trucs qui me font délirer. Je vais comparer au basket à côté, mais tu vois, genre là, en ce moment, tout le monde va chez les Yankees, quoi. Si tu regardes les trucs,
tu sais bien qu'il se passera sans doute un truc, mais genre, tu as des joueurs comme ça que tu vois partir partout, genre Eugenio Suarez, il est annoncé partout et les Yankees sont en train dans les rumeurs, sont en train d'acheter tout le monde. On dirait les Lakers en NBA, tu vois? C'est toujours ça, tous les ans, c'est pareil, tu arrives au moment de la trade et toutes les rumeurs sont dirigées vers, ils vont acheter tout le monde. Finalement, tu sais très bien qu'il se passe pas grand-chose, mais il y a toujours un gros nom qui va sortir ou une surprise. Mais moi, ça me fait toujours un peu marrer ces projections, même on a fait des projections nous, hein, dès le début de saison, comme tu dis, Mais nous aussi, on le fait parce qu'on est cons. qui sont connes, tu vois? Alcantara, ça se trouve, il va pas partir du tout, hein. Mais non, mais tu as toujours la même chose. Tu as les joueurs, tu sais, de toute façon, parce que c'est affiché et c'est dit que les franchises veulent les trader. Donc, eux, ils sont envoyés partout. Et tous les joueurs qui sont potentiellement tradables de par leur contrat, bah, sont envoyés ou aux Yankees ou aux Dodgers. Mais pourquoi? Mais parce qu'historiquement, c'est eux qui prennent toujours les gros noms en premier. Donc en vrai, c'est juste que tu maximises tes chances d'en avoir au moins un. Mais en vrai, ça veut. Tu fais une projection, mais attends, je te coupe complètement. On est en train de prendre du retard sur votre conducteur, mais Ouais, c'est exact. quoi le nom que t'as mis là? J'ai mis Tu t'es mis, Volpi. tu t'es mis un pseudo là pour le. Ouais, Tu peux le lire à voix haute, s'il te plaît? Volpi for MVP, mais c'est du second degré, hein. C'est parce Ah, que t'écoutes pas les épisodes. Je le non, savais. alors je t'avouerai que j'écoute pas tout. Des fois j'écoute une partie, puis je coupe, puis je passe à autre chose. Le prenez pas Ouais. mal, hein. Non, Je suis un peu comme Jérémy avec nos podcasts à nous. Du coup, j'écoute pas tout, mais je te rassure, lui aussi, s'il écoute pas tout, la semaine Moi, je dernière, m'écoute pas non plus. il m'a sorti une stat que je lui avais sortie 2 mois avant, mais c'est pas grave. tu Non, vois, mais parce que à mon avis, je l'écoute plus à force, moi. Tu sais, il tu l'écoutes débite, il plus. débite, il Mais je débite. sais, Ah je, ouais. je vis la même chose de mon côté, ne t'inquiète pas. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de l'écouter, l'autre. Mais non, le truc entre nous, hein, on fait une digression, mais la partie, et je l'ai déjà dit, la partie série de la semaine qui va venir, j'écoute pas. Pour moi, prenez pas mal, hein, pour moi, c'est comme les Power Rankings. Tu sais On pas, a, en fait. on a fini de le faire, on a Moi, je arrêté de sais que le tu as faire. arrêté, parce que à force, au bout d'un moment, parce que vous avez toujours tapé à côté, quasiment, c'est ce que tu disais, du coup, vous avez fini par l'arrêter. Mais tu vois, Ouais, dis-moi, puis oui, il y avait un Dodgers Yankees, tu l'as mis dans la série de la semaine, du coup, tu as eu Non, du monde. Merci. je mettais jamais les Merci. gros noms. Jamais je mettais les gros noms. Non, merci. Non, je sais, Jamais. non, mais je blague, je blague, mais tu vois, c'est des sections où, en fait, je préfère quand tu fais un truc sur une analyse d'un trade, de ce qui va se passer, d'une règle ou un truc comme ça, pour avoir d'autres avis aussi, un petit peu, ou discordants, ou qui correspondent. Mais j'avoue que c'est pareil quand, tu vois, des épisodes, par exemple, d'un média comme Talking Baseball, quand ils font les trucs, genre, ils font leur loto de la trade deadline. Bon. J'écoute pas ça. Ça me casse les couilles. Les recap of the week, j'écoute pas. Si je veux un recap, je vais moi-même voir les trucs et je regarde pas le recap. Ça m'intéresse pas. On l'a fait un peu et on est arrivé à un stade où en fait on s'est fait chier parce que tu avais l'impression de lire un tableau, tu vois. Mais là où c'est de l'intérêt, c'est que justement tu passes dans une analyse d'un truc, tu donnes un avis, qu'il soit bon ou mauvais, mais au moins tu passes dans l'analyse d'un truc. Et on avait essayé, nous, de faire des sections, c'est quoi, le genre de la semaine et tout. Déjà, on n'est pas assez récurrent. Ça fonctionne quand tu fais un truc. Genre, tu vois, NBA Extra sur Bean, ça fonctionne parce que tous les jours, ils sont là. Donc, tu peux analyser ouais. le truc à chaud. Mais si tu analyses un match qui est déjà eu il y a 5 jours, entre-temps, il s'en est joué 50. Donc, tu fais déjà du vieux. Donc, autant parler de trucs de fond. Et c'est ce que vous êtes petit à petit en train de faire plus. Et c'est là où c'est intéressant. Ouais, c'est plus là sur l'analyse, en fait, ce qu'on essaye, outre de donner tu sais, juste le résultat de la série, c'est essayer d'analyser un petit peu la série, en fait, de donner le fond C'est ça. plus que la forme, parce que la forme, n'importe quel qui sait aller chercher le résultat et regarder Ouais, le box truc. score, ça suffit. Ouais. Ouais, mais après, dire voilà les moments clés, ce qu'on a vu, ce qui a pu être marrant et ce qui peut être à retenir aussi dans toutes ces dynamiques, voilà, c'est intéressant. Et après, ça donne aussi, nous, un suivi plus régulier, tu vois, parce que quand je le fais, il y a quand même, tu te doutes bien que j'ai pas regardé toutes les séries et que des fois, bah voilà, je tombe sur des trucs où je me dis ah cette semaine, je vais peut-être un peu plus suivre cette équipe-là parce que ce qui ressort, c'est que je prends un cas, c'est pas parce que j'ai la casquette, c'est pas parce que tu es là, mais il y a eu une période où Arenado, il était en mode MVP et je me suis dit je vais aller voir parce que tu vois, ça fait 4 fois où je lis des résumés, je fais les stats, etc. Et je me dis merde, il est en train de faire un sacré truc là. Je vais aller voir avant que ça s'arrête. Et bien sûr, quand je vais voir, ça s'arrête. Mais T'es courageux, ça fait 2 ans et demi que je les regarde plus vraiment.
Et voilà. Non, bah, hier, ils n'étaient pas regardés. Hein. Bref. Mais tu vois, c'est des trucs comme ça où après, on va essayer de chercher plutôt. Moi, j'aime bien, c'est plutôt voir les dynamiques. Le côté un peu, tu vois, sans prétention aucune, mais se dire que le côté, moi, d'avoir vécu le sport, de me dire, OK, comment on peut vivre ça? Tu vois, essayer de le transmettre de manière différente. Pas forcément avoir vécu du baseball de haut niveau, mais tu vois, juste me dire, j'ai vécu dans le sport et je me dis, Je comment je croyais, fais je croyais que tu pour. allais me sortir une photo de toi qui soulève une coupe ou un truc comme ça. Non, On non, était à ça, hein. On était à Oui, ça, ouais, on était à carrément. ça de se faire Ouais. péter le CV LinkedIn en disant, les gars, Il serait là regardez, comme ça, regardez. j'ai gagné le tournoi saucisson d'Andaï. J'ai, j'ai été élu MVP de Tournoi la Maroilles, demi-finale. plutôt chez lui. Ouais. ouais, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est au moins essayer de, tu vois, de donner presque une analyse interne de ce qui peut se passer dans un vestiaire. J'entends dans une équipe. C'est juste ça. Après, et puis parce que de par mon métier aussi, je côtoie des sportifs et du coup, tu discutes avec, tu as des choses qui te viennent et tu peux comprendre ce qui se passe. Juste ça. Après, on essaye, on fait des trucs, ça marche pas. Des fois, on se prend des torgnoles. Tu sais quoi, moi je sais pas comment des auditeurs comme toi ou d'autres qui nous ont envoyé des messages peuvent réécouter des épisodes d'il y a des années. Moi, j'écoute des épisodes d'il y a 2 ans, déjà, j'aime pas m'écouter, me voir, mais j'écoute des épisodes d'il y a 2 ans et déjà ça me fait mal aux oreilles. Parce que en fait, il faut que le truc il évolue. Si t'évolues pas, si tu changes pas, ça veut dire que t'as pas progressé. Donc au bout d'un moment, le podcast que tu as commencé il y a 1 an et là, j'ose espérer que vous vous dites: «Attends, ce que j'ai fait il y a 1 an, c'est de la merde». Même si ça ne l'est pas forcément, mais de ton point de vue, tu vois des détails et des choses qui évoluent. Par contre, Jérémy, tu fais partie du podcast, tu as le droit de parler, c'est pas parce que je suis là que tu pas le droit de parler, hein. Non, 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 mais mais je vois que tu trustes bien, parce que je sais que tu as 40 ans. Entre quarantenaires, je vous laisse vraiment la parole, parce que moi, je suis encore un petit trentenaire. Il me reste encore 3 Ouais, ans. c'est clair. Bah, après, tu as 20 ans de plus à ta voix, mais ça après c'est une autre histoire, hein. Je suis Ça reste vraiment entre si vieux nous. que ça, la voix. Ok. Ok. Pourtant, je bois pas, je fume pas. C'est pour et- ça. et- Bah, ouais, mais tu devrais t'y mettre. il boit pas, mais quel Mais mytho. j'ai j'ai préparé quand même des choses, hein, moi. Hein. J'ai préparé une analyse de chaque premier de division. Eh bah, Après, vas-y! si tu t'en fous, c'est pas grave. Mais Mais balance! Je peux balancer quelques trucs. L'AL Est, tiens, par exemple. Vas-y. Qui voyait les Blue Jays alors juste, je te devant? coupe. Un truc Ouais. qui m'énerve. AL Est, ça AL, marche pas. ok. AL Est ou AL East. Mais tu mixes pas les deux langues. Fais un effort. Fais un effort. Allez, AL East, ok. Blue Jays, qui les voyait premiers là, avec 55-41. Ils Mais ont même pas commencé eux. vraiment. C'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué au mois d'avril, 44% de victoire. Et il y a une augmentation à chaque fois. En mai, 57, en juin, 61. Et là, en juillet, bon, certes, il reste 9 matchs, mais ils sont à 80% maintenant. Pour vous dire que en Interligue, ils sont à 18-9, donc 18 victoires, 9 défaites. L'amélioration à faire pour les Blue Jays, c'est vraiment les déplacements. Ils sont dans le négatif avec 23-25. Et par contre, le mois de juillet va se terminer par de belles rencontres. Ils vont aller voir les Yankees, au milieu les Tigers et à la fin Baltimore. Voilà. Ça pourra dessiner peut-être une tendance. Bon, après, au mois d'août, ils sont en vacances peut-être hein, pour eux. Ça pourrait peut-être dessiner une tendance pour plus tard. Mais ces matchs-là là, qui vont arriver, ils sont à prendre parce que je pense que la bataille pour l'Est va être quand même assez compliquée, je pense. Et au niveau de la rotation, moi, ce que j'ai vu, c'était Bowden Francis qui était vraiment à la ramasse avec une ERA à 6,05. Voilà. Ce qui peuvent, là, ce qui est vraiment pas mal pour eux, c'est l'attaque. On le voit. Guerrero Junior, Bobichette, Springer, ça se réveille, c'est bien. Et franchement, même avec Julien, on les voyait pas aussi haut. Même toi, je pense, Mike. Ou alors. Non. On les voyait vraiment pas bons. On les a même comparés aux nouveaux White Sox. Donc la génération dorée qui arrive à des fins de contrat, qui est assez mal gérée et qui va pas y arriver. Après, il y a un truc qui est clair. Hein. Ils sont là pour, je vais dire, 3 raisons principales. La première, les Orioles sont à chier. C'est-à-dire que, Oui. au-delà même du fait qu'ils aient pas de pitching, on le savait, mais que leur bâton avait compensé, là,
ça n'existe plus. Adley Rutschman, qui était censé être le nouveau Johnny Bench, maintenant, ça y est, ils nous disent est-ce qu'il n'est pas overrated. Donc, on en est là. Donc, première raison. Deuxième raison, les Red Sox, c'est un putain de roller coaster. 3 semaines, ils sont incroyables. 3 semaines, ils sont à chier aussi. Donc, ça aide. Et puis, la troisième et dernière raison, c'est les Yankees. Si les Blue Jays sont là, c'est parce que les Yankees ont fait un rétropédalage monstrueux. C'est tout. Sinon, en vrai, est-ce qu'ils jouent mieux ou est-ce qu'ils jouent moins bien? Moi, j'ai pas l'impression. Tu regardes la différence de run, ils sont à plus 26. Tu te rends compte que c'est les Yankees sont à plus 112, les Red Sox à plus 57 et les Rays à plus 70. C'est juste que là, ces derniers temps, ils ont été peut-être un peu plus clutch, ou alors les autres ont complètement arrêté de scorer, ou ont complètement arrêté d'être là. Ils ont un meilleur bilan interligue que tout le reste. Mais c'est symptomatique. Donc les Blue Jays, en fait, ça fait des années qu'on nous dit, et que nous on dit aussi, l'AL East, incroyable, ils vont taper tout le monde. Et puis quand t'arrives la post-season, ils sont tous giflés les uns après les autres. Ça commence à faire 3-4 ans, on se dit, bah en fait, peut-être qu'ils sont juste homogènes, hein, et pas si forts que ça. Et en fait, les Blue Jays sont là, mais on les connaît, les Blue Jays, hein. C'est les Mets de l'American League. Là, ils peuvent enchaîner 15 défaites d'affilée et repasser à la 4e place. Donc, en réalité, ce qui explique cette position des Blue Jays, c'est surtout la fragilité des autres. Et n'oublions pas, les Rays, il y a encore quelques semaines, ils étaient là à talonner tout le monde, en se disant, ils sont là, et hop, ils ont redisparu. Donc, au final, sur l'AL East, quel est le vrai niveau de ces équipes? Quel est le vrai niveau de ces équipes? Et les Blue Jays, on est surpris, on en reparle dans un mois, on en reparle dans 2 mois, on va voir comment ça va se passer. Moi, c'est ce que je disais l'année dernière sur l'AL East, hein. Je pense qu'elle était déjà l'année dernière, c'était pas la division la plus forte comme on nous l'avait vendu. Sur les Blue Jays, moi, c'est des joueurs qu'on n'attendait pas qui performent actuellement. Je pense à Alejandro Kirk, qui aujourd'hui, tu vois, c'est une pièce maîtresse. Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'il fasse cette saison? Tu vois, là, en ce moment, il est moteur. Bob Bichette, il tient la route. Et surtout, ouais, je les attendais pas là, mais c'était pas par rapport à la qualité de leurs joueurs. C'était juste par rapport, moi, ce que je regrettais l'année dernière, c'est toute leur gestion off-season. Catastrophique. À se lancer sur tout et n'importe quoi. Enfin, sur tout, sachant qu'ils n'ont rien récupéré. Et en attendant, ils ont perdu du temps, tu vois. Parce que quand les gros se sont activés une fois que Soto est parti, bah, il restait plus grand-chose, quoi. C'est les Giants de l'American League. Ils essaient d'avoir tout le monde et ils ont personne. On l'a déjà expliqué parce qu'il y a les taxes, parce que c'est Toronto, c'est tout ce que tu veux. Mais Kirk, il fait pas une saison bien meilleure que ce qu'il a pu faire avant, hein. Il est très bon, mais c'est juste qu'il joue. Parce que Kirk, sur les dernières saisons, c'est 100 matchs, 123, 139. Et il fait WAR à 4-3, 2-2, 2-7. Donc là, il est noir à 3-1 avec 82 matchs. Donc en réalité, il est un petit peu au-dessus des bases de 2022, mais c'est juste que là, il y a moins de platoon avec Janssen, il y a moins de platoon avec d'autres. C'est juste qu'il joue. C'est un bon frappeur. C'est un bon receveur surtout. Mais là, il a des frappes qui sont un petit peu au-dessus. Mais il est fortement drivé parce qu'il est là pour sa défense à la base, Kirk. Donc là, aujourd'hui, en fait, c'est symptomatique de tu as un joueur qui clique dans ce genre de saison, dans ce genre de ligue très homogène, tu as un joueur qui clique et ça suffit à ce que, hop, ça reparte totalement. Parce que tu peux prendre, et tu peux faire le bilan si tu veux, après partir faire la suite sur la NL East, un coup c'est les Phillies, un coup c'est les Mets, un coup c'est les Phillies, un coup c'est les Mets. C'est ça depuis le début de la saison et ça va pas se terminer. Ils sont là l'un à côté de l'autre, mais au final, c'est un peu pareil. C'est des tendances de positif, négatif et la place que tu les autres seulement, Phillies et Mets, ils sont beaucoup plus réguliers. En AL East, mec, mais t'as l'impression toutes les 2 semaines, il y a un collapse, quoi. C'est un truc de ouf. C'est toutes les 2 semaines, il y a un truc qui se passe sur ou en dehors du terrain qui a un impact monstrueux sur les bilans des unes ou des autres. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que de toute façon, on l'a vu, il y a eu un mois, je crois qu'il me semble que c'est fin juin, où on a eu 3 changements de leader de division. Il y a eu les Rays, il y avait Yankees, ça a fait Rays, et après, ça s'est repassé chez les Blue Jays.
Et pourtant, tu étais sur des bonnes dynamiques, etc. Et en effet, c'est la régularité qui paye, de toute façon. Et je pense aussi, pour terminer sur les Blue Jays, la signature de Guerrero, ça a fait du bien aussi parce que, à mon avis, ça a dû apaiser certaines choses et pouvoir travailler avec un peu plus de sérénité, je pense, dans cette équipe. Voilà, c'est tout. Allez, Jérém, la centrale, enchaîne. le Vas-y. Mordor. Le Mordor. Oui, là c'est pareil, une équipe au-dessus des 4 autres. Donc les Tigers, bon bah là on a vu que c'était la première équipe arrivée à 60 victoires. Ils font une première partie de saison à 59-38. Par contre, ils ont fini la première partie avec une losing streak de 6 matchs. Voilà. Donc, est-ce qu'ils sont en perte de vitesse ou pas? Peut-être. Démarrage assez fort, 68% de victoire, et après ça descend de plus en plus. Juin 57 et là juillet 46%. C'est sûr que les matchs interligues, avec les équipes qui les composent, bah, forcément c'est tronqué, mais bon, ils sont quand même à 56% de victoire. Ce qu'on peut retenir en top joueur, qu'on voyait peut-être pas forcément aller arriver peut-être aussi haut, Gleyber Torres pour moi. Ouais. Tu m'as fait peur. Voilà, Gleyber Torres. Comment ça, c'est pas Ravi Baez? Oh non. Je l'ai mis dans aucune case. Par contre, on a Zach McKinstry et Riley Greene. Voilà. Greene qui a été quand même le joueur le plus striké de la MLB avec 129 strikeouts. Hein. Voilà. Non, mais en fait, la composante même des Tigers, c'est qu'on savait qu'il y avait du pitching, on savait qu'il y avait du bras, et on avait toujours un doute sur c'est quoi le vrai niveau des frappeurs. Et aujourd'hui, déjà, Riley Greene s'impose comme haut du panier de la ligue. Je te dis pas que c'est un MVP, je te dis pas que c'est un top joueur, mais c'est haut du panier de la ligue, très clairement. Zach McKinstry, il continue de convaincre. Gleyber Torres, c'est le renouveau. Le gars, on l'avait pas du tout mis à ce niveau-là. Et puis, il faut pas oublier que le pitching des Tigers, il est bon. C'est pas le meilleur. Hein. Oui, mais voilà. Sorti de l'autre animal, là, c'est pas le meilleur. Donc, ils ont un truc qui est clair, parce que nous, on a fait partie de ceux qui ont dit ils ont peut-être surperformé, mais ils font partie d'un truc, c'est que les Guardians, c'est l'équivalent en équipe de Marcus Semien en joueur. C'est une année extraordinaire, une année moyen à chier. Une année extraordinaire, une année moyen à chier. Et là, ils sont dans l'année moyenne à chier. Et les Twins sont juste derrière, là où on les attendait. En fait, on les attend nulle part. Hein. C'est toujours comme d'hab. S'ils ont de la chance, ils sont là. S'ils n'ont pas de chance, tant pis. Les Royals, bah, c'est ça. Hein, quand t'as qu'un joueur ou deux, il y a un moment, mec, ça pique. Et là, c'est en train de piquer. Et puis, c'est tout. Parce que je crois que les White Sox, ils sont passés en minor. Mais en fait, il y a un moment où les Tigers, encore une fois, ils sont très bons. C'est quoi le vrai niveau de la division? Le vrai niveau, il est pourri. Ouais, mais on a dit ça et tu veux regarder le tableau de la post-season l'an dernier? Ouais, mais après aussi, est-ce qu'aujourd'hui, il y a 2 ans en arrière, tu peux dire que l'intradivision comptait vraiment? Là, maintenant, avec la redistribution des matchs, l'intradivision, il a peut-être un peu moins d'impact qu'avant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'il joue moins de matchs. Avant, ça avait vraiment un impact. Hein. C'était quand même une dizaine de matchs faciles. Et 10 matchs, ça compte dans la course. Moi, ce que je trouve, c'est que sur les Tigers, outre que tout le monde s'est effondré derrière, que déjà, je vais revenir sur le cas des Royals, mais c'est surtout le problème des Royals, c'est qu'ils perdent des pitchers ultra dominants. Enfin, Ragans, alors avec des sillons coupe du bois, mais s'il avait été là, qu'est-ce que toute la saison... Oh putain, ouais, tu fais quarantenaire. Et ouais, je sais. Et ce que je veux dire, c'est que s'il avait été là, est-ce qu'ils font la même saison? On ne saura pas, mais pour revenir sur les Tigers, quoi qu'il arrive, moi je l'avais dit, je pense que Torres, l'année dernière, en fait, il était caché dans un effectif derrière 2 monstres. Enfin, il était derrière Judge et Soto chez les Yankees, mais finalement, en fait, c'était le 3e meilleur joueur au bâton. Et il a apporté ce qu'il devait apporter. Je pense qu'il manquait de puissance. Tu veux regarder les stats de l'équipe des Yankees l'an dernier au bâton? Est-ce que 3e meilleur joueur, ça veut vraiment dire quelque chose? Non. Mais quand tu Parce vois... que c'est justement ça le souci, c'est que ils en avaient 2 qui trustaient plus de 50% de la WAR. Donc tu peux être le 3e, ça veut pas forcément dire que t'es bon. Oublions pas que Gleyber Torres, c'est un
bon joueur. Aux États-Unis, ils l'appellent l'Orioles Killer parce qu'à l'époque des sales niveaux des Orioles, il cumulait un nombre de home runs, mais je crois que c'était plus d'un tiers juste face aux Orioles. Donc en fait, tu retirais ces matchs face aux Orioles et Gleyber Torres, c'était toi. Tu vois, donc Ah ouais, il devait être nul. de quoi? Il devait pas être bon. C'est le but du message. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est ça. C'est qu'il y a un moment, si tu veux, hormis réellement quand tu parles d'un Skins aux Pirates, d'un Judge ou d'un Otani dans leur club respectif, ces mecs-là, ils ont un impact de ouf. Mais globalement, normalement, tu es censé avoir une équipe. Quand tu es post-season contender, tu es censé avoir une équipe. Donc, tu perds un gars, ça ne doit pas te faire être à presque 15 matchs du leader. Normalement. Normalement. Et puis Cole Ragans, je l'aime bien, mais c'est dans son nom, Cole Ragans. Personne ne sait vraiment qui c'est, quoi, tu vois. Arrête. Me dis pas, tu veux faire un classement des meilleurs lanceurs de la ligue, il arrive combien, Cole Ragans? Bah là, il est blessé. Ouais, non, mais ok. Sur le potentiel, tu le mets où? C'est toujours la discussion. Cole Ragans, au Phillies, il est 1, 2, 3, 4, 5? Il est 3. Ah ouais? Et il passe derrière qui et devant qui? Wheeler et Luzardo, devant lui. D'accord? Après, il est au-dessus de Suarez. Ok. Nola, tout ça, il est au-dessus, on est sûr. Bah, Nola, faut déjà qu'il joue. Non, mais là, ok, aujourd'hui, il joue pas, je te parle de potentiel. Ok, donc tu le sors. On peut en prendre d'autres, hein. Donc déjà, c'est un 3. Tu es en train de me dire que c'est un 3. Donc, Dans une équipe chez les Phillies. Si tu perds un 3, et que c'est ça qui explique que tu sois pas bon. Ouais, mais quand tu as une équipe où tu que des 3 et que tu vas mettre rajouter un. Parle pas des Twins comme ça, c'est pas bien. Mais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où 162 matchs, la perte d'un joueur. Tu m'aurais dit, ils ont perdu Bobby Witt, je te dis là, oui, ok. Pas de problème. Là, tu parles d'un des top 10 de la ligue, ça a un impact, ça joue. Mais, enfin, ok, tu perds. Regarde, les Yankees, ils ont perdu Gerrit Cole. Et les mecs, ils ont continué à être là. Ils ont remis Rodon, ils ont perdu Gerrit Cole, Louis Rill pendant longtemps. Il y a un moment, tu vois, tu peux pas comparer. Mais dans ce qui semble être une division où on dit qu'ils sont nuls, perdre un joueur comme ça doit pas suffire à être. C'est qu'ils étaient nuls tout court. Ouais, c'est pas faux, ouais. Ils étaient nuls tout court. Et ils ont un joueur ou deux. Oublions pas, l'an dernier, Salvador Pérez, il fait une saison qu'on n'avait jamais vue chez lui depuis presque 10 ans. Il sauve le truc. Bubic, il est pas nul. Hein. Ils ont du joueur. Hein. Bubic, il est pas nul. Ils ont du joueur. Le truc, c'est que là, en face, les Tigers ont réussi cette année à allier. En fait, les Tigers, ils ont pas vu l'hiver passer. Ils ont fait la fin de saison, la post-season, et ils ont enclenché pareil. Et les mecs, ils ont tellement enclenché pareil que les autres à côté se sont dit « Ah, on s'échauffe pas. On direct, on commence. » Ouais, on commence. Donc voilà. Et il arrive ce qu'il arrive sur des équipes comme les Guardians, les Twins. C'est des équipes qui n'ont pas de soupape de sécurité. C'est que si tu en as une qui est vraiment régulière et bonne, et on parle des Tigers comme peut-être l'une des meilleures équipes de la première moitié de saison. Hein. Vraiment, de ce qu'on a vu, c'était vraiment kiffant à tout niveau. Bâton, lancer, etc. Donc, si tu veux, c'est juste de se dire que, ok, ils sont forts, mais peut-être aussi que les autres derrière, ils sont grave nuls en vrai. Ouais, et peut-être aussi qu'ils surperforment parce que tu dis là, moi c'est ça aussi, ils ont continué sur leur lancée. Ce qui est bien aussi, c'est que Spencer Torkelson, il est revenu à un niveau de jeu sur lequel on l'attendait, et parce que l'année dernière il était complètement il est venu. Hein. Ouais, il était inexistant. Il est venu. Ouais. Revenu, c'est-à-dire que tu as été là à un moment. Il est venu. Il est venu. Je reviens sur le cas Gleyber Torres, mais en effet, ce que tu dis, ça pique. Mais si on regarde le 4, 5, 6 derrière, c'est très loin chez les Yankees l'année dernière. Voilà, juste. Maintenant, tu vois, l'année dernière aussi, ils ont posé les bases de quelque chose qui était intéressant. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant l'année dernière chez eux, et on parle pourtant de cette saison, c'est qu'ils ont joué du petit jeu, en fait. C'était plutôt beau à voir, tu vois. Cette année, ça a un peu changé, mais ils continuent quand même à garder un petit peu ça, on va dire, en, tu vois, base. Tu trouves que ça a changé? Moi, je trouve qu'ils jouent quand même du petit jeu, mais ils en ont juste moins besoin parce qu'ils sont meilleurs dans les autres aspects où ils étaient nuls. C'est donc, ça. Au final, tu n'as plus besoin de jouer du petit jeu quand tu as des mecs qui ont réussi à te frapper des doubles back-to-back.
C'est ça. C'est basique, hein. Ils sont vraiment meilleurs, les Tigers. Ils sont meilleurs. Je suis d'accord. Maintenant, ce que j'ai peur, moi, c'est qu'ils explosent au bout d'un moment parce que le rythme, un peu, c'est comme, tu vois, on est en période Tour de France, tu vois. C'est un peu, tu montes un col, t'es à fond, et puis au bout d'un moment, la pente, elle remonte, et là, tu cales. Et si c'est Pogacar? Mais t'as fini avec tes Oui. noms, Pogacar, putain, c'est pas grave. Pogacar. Oh, putain. On continue? Je Vas-y. pense que ça va durer. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que là, tu es en train de nous faire une Guillaume, Julien, et en fait, on est en train de dire que c'est la faute de Guillaume. En vrai, c'est ta faute. Oui, c'est J'ai pas faux. l'impression. Allez, on enchaîne là. Oh. AL West, les Astros. Julien les voyait pas non plus, hein. C'était un peu sous le radar pour lui. Il va pas me contredire, voilà. 56-40 en termes de victoire-défaite sur la première partie de saison, 58%. Un démarrage en positif, juste ce qu'il faut, 53% de victoire en mars. De mai à juin, une explosion, 73%. Et en juillet, de nouveau le soufflet qui s'écroule, 46%. Il voyage tout juste, 51% de victoire. Et en interligue, parce que c'est des matchs intéressants, parce qu'il y a des équipes intéressantes. Je pense à Julien encore et les Angels, qui les encensent à chaque podcast. Voilà, Adèle, Joe Adèle. Ils sont à 60% de victoire, 20-13. Il faut pas oublier que dans l'équipe, le bâton est important. Je pense à Jérémy Peña, Isaac Paredes, Cam Smith, coucou les Cubs, et Jake Myers. Voilà. Par contre, ils sont toujours à la recherche d'un DH dans l'équipe. Je ne sais pas si vous voyez qui je veux dire. Voilà. Au niveau des pitchers, ils ont 2 lanceurs qui font des complete games cette saison. Ils ont Framber Valdez et Hunter Brown, qui sont juste impressionnants. C'est par contre les 2 seuls partants qui tiennent pour moi la baraque dans la rotation. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur les Astros. Voilà. Moi, je veux juste parler du DH. C'est juste que là, pour l'instant, ils sont en train de chercher la gauche, de la main droite de la main gauche, en fait, pour les radios. C'est tout. Mais dès qu'ils ont trouvé, ce sera bon. Parce qu'on va pouvoir te le dire. Ouais. Et surtout, c'est que c'est les Mariners qui se sont écroulés, et voilà, c'est tout, comme d'habitude. Peut-être bien, mais après, tu avais les Mariners qui sont écroulés, mais tu as aussi les Rangers qui sont un coup bien, un coup pas bien du tout pendant quelques temps. Tu as les Angels qui font des matchs, tu te dis, mais les qu'est-ce qu'ils gars, ont là? c'est une division. C'est bon, faut arrêter maintenant. Ça, c'est pareil. C'est une division qu'on nous a hypé à chaque fois. Les Angels, passés à la mi-mai, ils sont ouf, ils ont le meilleur joueur de l'histoire, ils vont y arriver. Non, c'est une division de pipe. Les Mariners, on les connaît, ils ont jamais fait de World Series de leur histoire. Pourquoi? C'est parce que c'est pipe, c'est tout. Parce qu'ils ont tradé Castillo. Ils ont quelques gros joueurs. Oui, mais alors ça, déjà, oui, premièrement. Et deuxièmement, j'avais pas totalement tort. Non, mais, C'est vrai. sans blaguer, les Mariners, on le sait, c'est toujours le même délire. Ils ont 2-3 excellents joueurs qui sortent du lot et qui sur des dynamiques. La preuve en est que dans cette division, que ce soit les Mariners, les Rangers ou les Angels, tous les mois, on a un contender différent. Et à la fin, c'est les Astros qui gagnent. Donc pour toi, les Astros, c'est pas déconnant qu'ils soient là à l'heure d'aujourd'hui. Moi, dans les prévisions, je les mets en premier. Et je les mets en premier pour une raison basique, parce que les autres sont nuls. Non mais attends, déjà, on n'a même pas évoqué les Athletics. C'est signe à quel point la division elle est bien. Déjà, c'est pas une division de 5, c'est une division de 4. Deuxièmement, les Angels, je me demande jusqu'à quel point cette fausse hype va durer. Tous les ans, c'est le même cirque. Tous les ans, on a le meilleur joueur de l'histoire qui joue un tiers de saison et qui a joué un match de post-season en plus de 15 ans de carrière. C'est symptomatique. Eux, c'est toujours la même chose. On leur dit ouais, vous êtes nuls, vous n'y arriverez pas, vous n'y arriverez pas, vous n'y arriverez pas. Ouais, mais les mecs, ils continuent, ils ont un corps. Tu dis que tu n'as que Valdez et Brown qui tiennent la route. Franchement, que Valdez et Brown, c'est déjà un putain de 1-2. Et quand tu vas arriver en post-season et que tu vas le faire en meilleur des 5, ça veut surtout dire que tu auras 3 starts avec Brown ou Valdez. Donc, déjà, t'es bien. Ils ont un bon bullpen. Et je crois que si tu regardes les stats de la pitching staff au global, ça doit être la meilleure de l'American League. Et je pense qu'ils doivent se faire taper peut-être par qui? Les Cubs, mais je suis pas sûr. Mais il faut vérifier. Mais en fait, les Astros, ils sont juste meilleurs que la division. Ils vont encore être là.
Et potentiellement, quand va arriver la post-season, les gros joueurs vont sortir du lot, ils vont faire le taf, et puis ils vont encore être compétitifs. Ils sont trop malins, trop intelligents. T'as vu leur AIL, ils ont des mecs qui sont là depuis des mois, des années, et même comme ça, ils arrivent à être compétitifs. La division, elle est nulle, et eux, ils sont bien meilleurs que ce qu'on dit à chaque fois. Toujours. Ouais, T'as pas mieux? je suis pas mieux, rien à rajouter. Allez, c'est parti. On passe en National League. C'est bon? National League Ouais, East. Oui, on sait où c'est à peu près. Voilà. Allez, on part à Philadelphie. 55-41, 57% de victoire. C'est un Dancy, les Phillies. Hein. C'est mars à 75%. Bon, on compte pas, il y a 4 matchs en fait. Avril, 54%. On repart en mai à 68% de victoire. En juin, 52%. Et là, en juillet, 42% de victoire. À domicile, ils sont forts. C'est costaud, 31-18. Au niveau du voyage, par contre, avec les Phillies, ils sont juste à l'équilibre à 50%. Ce qui est pas mal à voir, c'est que sur les 96 matchs de la première partie, 25% ont été gagnés en blowout. Donc, enfin, 25%, pardon. Ça a été des blowouts. Donc, ils ont gagné 17 matchs sur 12. Et 25 autres pourcents, c'est des matchs à un run d'écart avec 16 victoires et 13 défaites. Voilà. On est sur des joueurs, top joueurs, Zach Wheeler, Christopher Sanchez, Ranger Suarez, comme vous l'avez cité tout à l'heure. Voilà. Par contre, au niveau du closing, ça se partage. Jordan Romano, Matt Stram, Alvarado. Voilà. Est-ce que au niveau du pitching, pour moi, c'est solide, ça tient la route, d'accord. Par contre, au niveau du bullpen, est-ce que ça va pêcher pour le reste de la saison? Est-ce qu'ils vont pas pouvoir se renforcer sur ça, justement? moi, Julien? moi, cette équipe-là, je la trouve. C'est une équipe on-off. C'est soit tout, Comme j'ai dit, ouais, c'est ça. soit rien. C'est juste ça. Et ils sont réguliers. On parlait de régularité, mais eux, ils sont réguliers là-dedans. C'est-à-dire ça va être juste on pendant quelques temps. Derrière, ça va être off. Et c'est suffisant parce que c'est une équipe qui est plutôt intéressante. Après, je suis d'accord avec toi. Le bullpen, c'est pas ça. Le closer non plus. Ils ont tradé Hoffman aux Blue Jays, mais je pense que c'est une bonne chose parce que Hoffman, là, peut-être que ça va se vérifier avec les Blue Jays, mais là, ça va être l'heure pour lui d'exploser et comme tous les ans, on va arriver au moment clutch et on va plus le retrouver. L'année dernière, il fait ça chez les Phillies et c'est peut-être pas une mauvaise idée de l'avoir viré et puis d'avoir continué avec ça. Alors c'est léger, mais l'équipe fera le taf parce qu'on est sur des joueurs expérimentés et on est surtout sur un corps qui est un peu comme les Astros, c'est le même depuis quelques années. Donc voilà, je pense que ça peut le faire. Je vous trouve grave dur de ouf avec eux. Hein. Je vous trouve dur parce que ils ont les Mets dans leur division. Ils ont, alors les Braves c'est cata, mais bon, ils sont quand même là. N'oubliez pas qu'ils ont une série à 5 défaites d'affilée au mois d'avril, et ensuite pour retrouver trace d'une deuxième défaite d'affilée, il faut aller fin mai, et ils font 4 défaites. Après, ils ont un début de juin qui est cata, où ils vont enchaîner 5 défaites, mais derrière, c'est jamais plus de 2 défaites d'affilée depuis. Donc, en vrai, ils ont des coups de mou, c'est vrai, mais ils sont pas si irréguliers que ça. C'est juste qu'en fait, on a cette impression-là parce que les Mets sont derrière et qu'ils les collent au cul. Mais quand tu regardes un bilan comme celui des Phillies qui est à 566 et que là, on était sur les Astros qui sont à 576, bah en vrai, c'est quoi le ratio d'irrégularité par rapport aux autres? Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Moi, je trouve que vous êtes un peu dur parce que ils ont, quand on dit ils sont une équipe qui est intéressante, c'est juste une des meilleures équipes de la ligue sur le papier. Et quand ça va cliquer, c'est eux qu'on va regarder parce qu'on sait que ça peut y aller. Ils ont quand même Turner, Schwarber, Harper, Castellanos, Real Muto, March. Ça, c'est du 1 au 6. Ça, à mon avis, quand tu analyses, ça fait un peu flipper. Derrière, au niveau de la rotation, et les mecs, ils ont Wheeler 1, Sanchez 2, Luzardo 3. Tiens, d'ailleurs, Jérémy Sanchez, il est devant Luzardo dans la rotation. Oui. Luzardo 3, Tyon Walker 4 et Ranger Suarez 5. Ranger Suarez, il est 5.
Quand ton 5, c'est Ranger Suarez et pas Cole Ragans, c'est plutôt bon signe. Et au niveau du bullpen, oui, je suis d'accord avec toi, il peut paraître un peu faible, mais en réalité, est-ce que c'est pas l'endroit le plus simple pour se renforcer à la trade deadline? Si. C'est tout. Donc, c'est ce qui va se passer. Ils vont y aller. Ils vont trader un peu des gens. Ils ont Alec Bohm et Aaron Nola. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont revenir. Ou José Alvarado, là, qui est suspendu. Alvarado, c'est fini, je crois, la saison. C'est fini. Ouais. Donc, ça, oublie pas, ça fait un trou. Hein, quand tu perds un mec comme Alvarado, lui qui, pour le coup, est vraiment le symbole des hauts et des bas. Non, ils sont pas mal. Ils ont ce qu'il faut. Ils ont un corps. Tu regardes quand même dans leur effectif aujourd'hui. Tu te rends compte que hormis Max Kepler qui a été récupéré, t'as que des mecs qui sont là au moins depuis la saison 2023. Donc ils sont établis, ils sont présents, ils sont là. Moi, je vous trouve dur avec eux. Je pense que c'est une équipe, c'est ce que tu disais, c'est une équipe qui va... En fait, c'est pas qu'ils sont on-off, je pense que c'est une équipe qui gère leur effort. Et quand vont arriver les matchs qui comptent, ils vont être présents et ils vont taper dans le dur et ils vont être là. Est-ce qu'ils vont aller loin ou gagner? On n'en sait rien. Mais en tous les cas, c'est là, les Phillies font ce qu'ils n'ont jamais réussi à faire les années d'avant, c'est-à-dire être devant toute la saison. Ou en tous les cas, en course. N'oubliez pas que les Phillies, les saisons d'avant, c'était je suis 2, je suis 3, je suis mort et je me réveille à la fin. Ouais, l'année dernière, c'était un peu. Ils sont restés C'est longtemps. nouveau, ça commence, ça fait 2 saisons. Mm. Les années d'avant, c'était un petit peu plus difficile pour eux quand même. Ouais. C'est un peu. N'oubliez pas le Messi qui, au mois de All-Star Break, avait je sais pas combien de matchs d'avance et les a laissés passer. Ça a souvent été ça l'histoire. Ouais. Ils étaient derrière les Braves. Les Braves, ils n'étaient pas devant parce que les Braves ont gagné 5 ou 6 saisons d'affilée. Donc c'est que déjà, ils étaient deuxièmes. Tu vois. Donc tu as tout ce truc-là. C'est l'une des premières fois où les Phillies sont vraiment en position d'équipe leader. Donc pour eux, c'est quand même tout neuf. Ouais. Non, l'année dernière, ils ont mené du début à la fin quasiment. Hein. Oui, c'est ce que j'ai dit, ça fait 2 saisons. C'est nouveau, hein. En effet. Bon, allez. Next. La Central. Oui, ça va vite la J'ai Central. eu 2 équipes. Parce que ça vaut le coup d'en parler. Ah oui, ça vaut le coup d'en parler. Les Cubs et les Brewers. Bah, au moment où on parle, de toute façon, ils sont à égalité. Voilà, donc c'est pour ça que je les ai mis. J'ai mis les deux. Ne te laisse pas parasiter. Ouais, je sais. Ne te laisse pas parasiter. Par un mec qui a mis Volpi pour MVP, tu n'as pas le droit de te laisser parasiter. Alors les Cubs, en première partie de saison, ils font 57-39, 59,5% de victoire. Ils sont constants sur ce point. En interligue, 63% de victoire. Ce qu'on peut retenir des Cubs, une attaque de folie. PCA, on va l'appeler comme ça parce que j'en ai marre de prononcer son nom entièrement. Leader de l'American... je veux bien t'écouter le prononcer. Il est leader j'ai avec entendu Riley Greeny. J'ai rien dit. Moi, tu sais pourquoi cool. Tu sais pourquoi? Parce que dans MLB The Show ou dans n'importe quel... il l'appelle Greeny? Greeny. Eh ben, t'as raison. Alors, c'est toi qui dois avoir raison. Peut-être. Et nous, personne au thème, on a peut-être tort. Hein. on a des WAR quand même assez élevés. PCA 5.7, Kyle Tucker 4.2, Horner 3.9, Michael Bush 3.5 et Suzuki qui a 80 RBI, 24 doubles, 26 home runs comme PCA. Tiens, justement, ils ont vraiment une très bonne attaque. C'est aussi le spécialiste des bases volées. 4 joueurs au-dessus des 12 avec PCA 28, Tucker 22, Horner 17, Matt Shaw 12. La rotation, est-ce qu'on peut parler vraiment de 1, 2, 3, 4, 5 ? Est-ce qu'on peut retenir, c'est Boyd et Imanaga qui revient, parce qu'il a été blessé, il revient vraiment, c'est pas mal. Voilà moi ce que je peux dire pour les Cubs, c'est assez plaisant à voir. Ils ont failli sweeper les Red Sox hier soir, tant pis pour eux, ils viennent de le perdre, ils ont perdu 6-1 je crois hier. Voilà, donc pour les Cubs, est-ce que vous voulez revenir un peu sur les Cubs ? Est-ce que toi, pour toi, Mike, les Cubs, ils vont rester en haut ? Est-ce qu'ils vont se batailler avec les Brewers jusqu'en septembre ? Et à un moment donné, il y en a un des deux qui va lâcher. Moi, j'ai l'impression que les Brewers, c'est un peu les Rays de la National League. C'est-à-dire qu'on les voit jamais, on les met toujours derrière, etc. Et les années où on les met devant, ils sont pas là. Et là, on les met encore derrière et ils y arrivent plus ou moins. La division, franchement, le niveau,
il est mais genre affligeant, quoi. C'est-à-dire que les matchs, c'est vraiment pas là-dessus que tu vas cliquer quand t'es en live pour regarder. Les Cubs, ils ont quand même un truc, c'est que ils ont un corps à la frappe, mais pas que un corps, quoi. C'est-à-dire que Bush, Tucker, Suzuki, Pete Crow, Armstrong, ça passe. Derrière, tu te dis, bon, Carson Kelly et tout, c'est un peu moyen, mais derrière, ils reviennent, ils ont Ian Happ. Faut pas minimiser ce que fait Ian Happ, hein. C'est très très bon. C'est vraiment au-dessus du lot. Swanson, Horner et ensuite Macho. Donc, il y a un moment où, quand tu as ce genre de line-up, c'est quand même assez marquant d'une force offensive. Le bullpen, il est un peu plus un peu meilleur, on va dire, que la starting rotation, mais aussi parce qu'ils lancent plus, parce qu'ils ont moins de starters, donc tu les prends un petit peu plus. Moi, je pense que c'est assez homogène. Moi, je pense que les Cubs, à la longue, ils vont y arriver, ils vont réussir. La question, c'est toujours pareil. C'est une fois arrivé en position, est-ce que ces gens-là vont être capables de gagner une série? Parce que autant sur la plupart des autres équipes, tu te dis, les Phillies, oui, ils peuvent. Les Tigers, oui, ils peuvent. Les Blue Jays, je les mets à part. Pour moi, les premiers de la AL East, c'est les Yankees. On verra après. Mais oui, ils peuvent. Les Astros, clairement, ils peuvent. Tu vas passer à celui d'après. Tu vas me dire les Dodgers. Ouais, oui, ils peuvent. Les Cubs, est-ce qu'ils peuvent? Bah, ça dépend, hein. Imagine les Cubs, ils finissent troisième meilleur premier. Ils vont devoir se cogner ou les Mets ou les Phillies, ou les Giants ou les Padres. Eh garçon, tu mises sur qui? Pas sûr que tu mises sur les Cubs, hein. Non. Non. Bon, on parle des Brewers parce que j'ai pas envie de parler des Cubs. Ouais. Bah vas-y. Allez, les Brewers 56-40, 58% de victoire, 4 défaites pour commencer la saison. Non, ils viennent de gagner. Oui, ils ont commencé la saison, pardon, avec 4 défaites. Ça augmente de plus en plus chaque mois pour arriver à un mois de juillet à 80%. Ils viennent de sweep les Dodgers, faut dire, un truc de fou. En Interleague, 21-15. Une attaque pour moi qui est assez homogène. Spécialiste aussi du vol de basse, parce que là on a 5 joueurs au-dessus de 11 bases volées. Alors je vais faire un peu français-anglais. Brice Turing, Jackson Chourio, donc ça c'est 18 et 17 bases volées. Sal Frecklich, 17 bases volées. Yelich 14, Isaac Collins 11. Chourio est leader de la MLB en at-bat avec 415 at-bat, donc il a frappé 110 hits, 25 doubles, 3 triples et il a 16 home runs. 297 en average et 455 en présence sur base. On a vraiment, moi je pense qu'une équipe des Brewers qui lâche pas. Pourtant, on avait des podcasts en début de saison où on disait qu'on les comprenait pas. Enfin, tu disais, Julien, que tu les comprenais pas, que c'était compliqué, que tu savais pas où est-ce qu'ils allaient. Voilà. Enfin bon, on a quand même Peralta qui est leader de la MLB en termes de victoire. Il en a 12 et de game start, il en a 21. Pour moi, la rotation, c'est quand même, là maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, la force des Brewers. Parce que du 1 au 4, c'est solide et ça ne dépasse pas un ERA à 3.5. En supplément, et en suppléant, pardon, on a les révélations Jacob Misiorowski et en mai, on a eu le petit Logan Henderson qui a eu 3 victoires, 100% de victoire et un ERA à 1,71 au niveau du partant. Voilà. Donc les Brewers, oui, comme tu dis Mike, s'ils arrivent premiers et qu'ils sont troisième meilleur premier, ils vont se taper des grosses équipes. Voilà, ça va être le même cas, je pense, que pour les Cubs. Est-ce qu'on les voit passer? Ça va aller vite. Ça va aller balayage. Enfin, il y a un moment, regarde juste, tu te rends compte que tu as des mecs qui ont hyper surperformé l'an dernier. William Contreras, il est à des années-lumière de ce qu'il a pu faire l'an dernier. Jackson Chourio, il est bon. Yelich, il est bon. Il n'y a plus Adames. Et alors après, déjà, bon, ils ont pris Andrew Vaughn. C'est signe qu'ils n'ont pas beaucoup d'espérance dans cette saison. Et derrière, tu as du Collins, Durbin, que personne ne connaît vraiment, Blake Perkins, Joey Ortiz. Voilà, Joey Ortiz qui a fait une bonne saison et qui là est redevenu un joueur moyen. Ils ont un line-up qui est moyen. Ils ont un pitching staff qui, au niveau de la rotation, est assez fort.
Mais Brandon Woodruff, combien de temps ça va tenir? Quintana, combien de temps ça va tenir? Misiorowski, ça reste un gamin, donc on va voir ce qui va se passer. Et puis après, le bullpen, c'est 2-3 noms, quoi. C'est McGill, Koenig, et encore Koenig, c'est Dancy. Ouais, les Brewers, moi, j'adhère pas. Et je pense vraiment que les Cubs sont beaucoup mieux armés. Ouais. Je suis du même avis. Je pense que les Cubs sont mieux armés. Là où moi j'avais c'est juste qu'ils n'avaient pas remplacé les joueurs qu'ils ont perdus l'année dernière, en fait. À part faire venir Quintana, voilà, c'était tout. Derrière, qu'est-ce que j'allais dire? Chourio, je suis content qu'il performe, en fait, parce que l'année dernière, je l'avais trouvé très mature, notamment sur la fin de saison. Et là, en fait, il confirme juste, parce que c'est que sa 2e année. Et moi, il m'avait donné cette impression d'être un joueur déjà d'expérience, qui avait déjà plusieurs années, et ça confirme. Juste aussi, peut-être mettre un bémol sur leur position actuelle, c'est juste qu'ils sortent de 2 grosses séries d'affilée. Là, ils sont sur une winning streak de 10, et quelques semaines avant, ils avaient fait pareil. Ils avaient fait aussi une grosse série de victoires à la suite. C'est un peu ça qui cache l'arbre enfin, c'est l'arbre qui cache la forêt un petit peu, je pense. Tu vois, tu peux te moquer de Riley Greene, hein, quand c'est pas un peu des expressions comme ça. Ouais, bon, voilà. Donc bref. Allez, je dis rien. Non, mais voilà, je pense que juste, voilà, là, c'est à mettre entre parenthèses, tu vois, c'est une performance du moment, 2 performances du moment mises à la suite qui font qu'ils sont à cette place-là. Mais sinon, ils vont, je pense, c'est mon avis, je vais sans doute me tromper comme d'habitude, mais ils vont sans doute rentrer dans le rang rapidement, mais ils resteront, à mon avis, 2e, parce que derrière, ça va se battre, certes, mais ça remontera pas beaucoup plus. Je tiens pas ma parole, je vais vous carjacker l'épisode. Vas-y, Je balance. suis relou, il me reste 5-10 minutes. Vous voulez faire Allez. le truc sur les awards? On est vraiment obligé de parler des Dodgers? Non, je peux dire juste que le mois de juillet, c'est le mois du balai pour eux. Ils sweepent certes les White Sox, par contre ils sont sweepés par Milwaukee x2 et Houston. Voilà, c'est tout. Et de toi à moi, je suis quasi sûr que cette stat, t'as 100% des fans, des joueurs, du staff des Dodgers qui s'en battent les couilles. Ouais. Parce qu'ils ont gagné une bague l'an dernier, C'est ça. ils sont en route pour organiser cette année, donc ils en ont rien à branler. Je te dis, hein, vraiment, 100%. je comprends le 100%. truc, Ouais. mais vraiment, ils ne retiendront pas dans leurs annales Carrément. le mois de juillet qu'ils se sont fait sweeper en 2025. Franchement. Mais non, mais moi, c'est ce que j'ai dit le dernier podcast. Ils ont juste posé des RTT avec le Star Wars Break, tu sais, pour avoir un peu plus de temps. C'est juste C'est ça. ça. Après, ils s'en foutent. Ils avaient tellement d'avance. C'est bon, ils ont célébré Kershaw, ils ont fait leur taf. Ouais. Allez, Et suivant. puis, au mois d'août, il y a la bubblehead de Kiki Hernandez. Allez, on passe aux awards. Du coup, on commence par quoi? Allez, les MVP dans Non, l'AL. j'ai un truc. Ah, vas-y. Non. Ah oui, j'ai un truc moi aussi, mais vas-y, dépêche. Allez, Skubal, back-to-back en triple crown ou pas? Tu En commences direct triple comme ça. crown. Mais du coup, on est plus dans les ordres. Mais si tu veux, vas-y, on s'en fout, on digresse. Et l'ERA, il est premier en ERA à 2,19. En victoire, il est à 10. Il a une victoire d'écart avec Fried et Crochette. Et en strikeout, il est à 164. Et le leader, c'est Crochette à 165. Moi, je pense que pour aller au-delà de ça, si tu compares les stats purs de Crochet et de Skubal, je pense qu'on est quasiment sur le même niveau de saison. C'est ça, ouais. Mais vraiment, quand je dis même niveau de saison, c'est-à-dire que même niveau de saison. C'est quelle adversité ils ont eu en face, quel soutien il a de sa défense, tatata. Mais pour moi, les deux, aujourd'hui, sur cette saison, sur cette année, première moitié de saison, ils sont au même level. Donc dire qui va être Cy Young, je te dirais Skubal pour la hype et pour le fait que l'équipe soit la meilleure de la ligue. Mais Crochet, il le mérite tout autant. Reçu. C'est bon, vas-y Julien, vas-y. Ouais, moi j'ai juste... Non, on peut y aller, on va sur les MVP, on commence par la L. On a fait un Cy Young, on fait un autre Cy Young. Ah putain, bah Cy Young, ça c'était la J'avais L. envie de t'entendre râler juste pour le dire. Non, fais ce que tu veux, je m'en fous, on va les avoir ça pue. Il lui reste 4 minutes, allez. Putain, chiant. Là, tu fais des clutch ou pas? Alors, on fait quoi? On fait les MVP ou on fait le deuxième Cy Young? Allez, on fait le deuxième Cy Young. D'ailleurs. Non, pas les Rookie of the Year, je suis pas prêt là encore. Allez, vas-y, fais-nous les MVP, fais ton truc. Bon, non, mais on va faire les Cy Young.
On continue sur les Cy Young. Pour la L, donc là, on était sur la L. Hein. Crochette, Skubal. Yes. Yes. Ouais, je pense que ça va se jouer entre deux, en effet. Troisième, je vois pas qui mettre derrière. Il n'y en a pas. Eh ben, c'est facile. Hein. C'est ça. facile. C'est facile, il n'y en a pas. Bon, bah, on passe dans la NL alors. La National League. Zach Wheeler. Ouais, Zach Wheeler. C'est Wheeler ou Skins. C'est C'est la Wheeler même ou chose que Skins. Crochet Skubal. C'est la même chose. Les stats sont à peu près les mêmes. Ouais. La seule unique question que tu C'est la te poses, victoire. c'est le phénomène qui arrive là pour la deuxième saison. Le fait que le mec, il a 0 soutien de son équipe. 0. Versus un autre qui a quand même une très très bonne équipe, même s'il a une équipe de DH en défense. Lequel tu prends? Moi, franchement, très honnêtement, c'est du subjectif. Hein. Pour moi, les deux, ils sont incroyables. C'est du subjectif. Après, Skins, il a le temps d'en gagner. Ouais. Wheeler, hein, on est plus sur la fin que sur le début. Hein. Ouais. Je suis d'accord. T'avais mis quoi? Hein? T'avais mis quoi? Moi? Non. Tu vas me mettre un Peralta. Non. Ouais, Imanaga. Non. Un Matthew Boyd. Non, je déconne. Parce que n'oublions pas que quand il l'a, c'est quoi, c'est 2021 ou c'est 2022, quand il la perd au profit de Corbin Burns, le titre, Wheeler, il la perd parce que Burns, il fait une saison mais, fabuleuse en termes de strikeout et tout, où c'est difficile de pas lui donner. Mais il l'a fait dans Central. L'autre, il est en East. Donc moi, je pense que Wheeler devrait recevoir un peu l'espèce de prime à la carrière, parce qu'il en mérite au moins un. Ouais. Tu sais que je crois que sur les 10 dernières saisons ou 7 dernières saisons, c'est le meilleur lanceur sur quasiment toutes les stats, Zach Wheeler. Ouais, si. C'est ça. Ouais. Le mec le plus régulier, le mec qui est au meilleur stats, il le mérite, je pense qu'à un moment, il faut lui donner. Je suis d'accord. MVP? On y Vas-y. va? On y Allez, arrive? vas-y, commence, allez. En AL, moi je mets Cal Raleigh. D'ailleurs, Cal Raleigh, il est rentré dans un club très fermé en termes de home run et base volée. Tu savais ça? Par rapport à la liste des catcheurs, tu veux dire? Ouais, par rapport au C'est catcher. toujours la même chose. En fait, tu compares deux trucs. Et limite, il faudrait faire un truc pour les catcheurs. Parce qu'en réalité, en termes de stats, mais Judge, il le bouffe tous les jours. Oui, certes. Il le bouffe, complètement. mais tous les jours. C'est-à-dire que WRC+, apport offensif, le pourcentage de bébés, il le bouffe, average, OBP, slugging, il le bouffe tous les jours. Tous les jours. Alors oui, il fait une excellente saison, Cal Riley. Tape de home run, quoi. Je schématise un peu, mais comparé... Là, on est en train de vivre un truc avec Judge Ohtani, on vit un espèce de truc historique. Soit tu as une saison qui est réellement historique sur les mêmes paliers que ceux de Judge, et à ce moment-là, tu te dis, ok, là, on discute. Soit tu as un mec qui fait une excellente saison, mais qui est quand même pas au niveau d'Aaron Judge. Non. Enfin, il y a un moment, il faut... La hype, elle est cool parce qu'on cherche des trucs, mais je crois qu'il y a plus d'1 point noir d'écart entre les deux. Je crois que c'est 1,5, non? Un truc comme ça. T'imagines? 1,5 à la mi-saison. C'est-à-dire qu'à la fin de la saison, s'il reste sur le même rythme, il lui met 3 points noirs dans les dents. Est-ce que vraiment on discute? Après, t'aimes l'avoir ou t'aimes pas l'avoir. Il n'y a pas de discussion. Judge, c'est un espèce d'ovni, il est au-dessus du lot. On peut aimer Cal Riley, mais c'est bon, il a gagné le home run derby, c'est déjà pas mal. Les Skubal pourrait être aussi MVP, enfin j'y pense. Mais... Non. Non, ce sera Judge qui est au-dessus du lot, surtout. Les derniers qui l'ont gagné, c'est Kershaw et Verlander, et on parle vraiment de mecs qui ont pissé sur à peu près toute la ligue. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire qu'ils se sont mis sur le monticule et ils leur ont dit je vous fuck, je suis le meilleur de toute la ligue. C'est ça qui s'est passé. C'est ce genre de mecs qui l'ont gagné. Et ils le méritaient, tu vois. Mais non. Skubal, il est bon, mais il est bon, hein, et on l'a dit plusieurs fois. Hein. Mais, je sais pas si on est en train de minimiser ce que fait Judge. On est vraiment en train de minimiser ce que fait Judge. Non, je suis d'accord avec toi parce qu'une fois je charriais là, sur X, j'ai charrié là-dessus sur quand il tapait son 350e. 350e moment. Mais c'est un putain de métronome en fait. Tu vois, je le compare vraiment à ça. C'est que ça fait vraiment depuis des années, il fait la même chose et toujours avec la même qualité. Là où je me marre et où en effet ça, je pense que c'est parce que c'est mon côté, j'aime pas trop les
Non, je devrais dire ça. Je suis pas un fan des Yankees où, tu vois, je me fous toujours de sa gueule en post-season. Mais parce que encore une fois, je pense qu'en post-season, il se met trop la pression. Il veut porter l'équipe comme il fait. Il est, je pense, très attaché aux Yankees. Et en fait, il arrête de jouer en fait, il sait jouer, il sait ce qu'il sait faire, mais je pense qu'il veut tellement en faire qu'il passe à côté de ses post-season. Et c'est hyper dommage parce que je pense que Eh, un MVP, il n'est pas joué sur la post-season. oui, je sais bien. Il est Sur joué sur la l'année. régulière. Mm. Il va finir sa 3e saison sur 4 à plus de 11 de WAR. Non mais, Oui. c'est zinzin. Ce qu'il nous fait là, c'est zinzin. On est en train de vivre un truc digne des... Tu peux faire ce que tu veux à différents niveaux, mais de Barry Bonds, de Mickey Mantle, de DiMaggio, c'est ça qu'on vit avec ce gars-là. On est en train de voir ça. Je pense que la discussion, les mecs qui veulent vendre du papier, ou enfin maintenant c'est un truc de vieux, mais ils veulent générer du clic, c'est cool. Il n'y a même pas photo, il n'y a même pas discussion. Il est au-dessus des autres. Bon, ok, allez, vendu pour le AL MVP. Juge. Bon, du coup, le NL MVP, on dit Ohtani alors. Ah oui, bah oui. Je suis pas forcément d'accord là pour le coup. Tu Je suis relou, hein. Je suis relou, mais il y a un truc qui est clair, c'est que tu compares Ohtani comme étant un DH. Ce que fait Pete Crow Armstrong, défensivement parlant, Oui. Ah oui. défensivement parlant, rien que ça, tu dois te dire, ok, il peut rentrer dans la discussion. D'ailleurs, en termes d'apport pour l'équipe, Pete Crow Armstrong, il est aussi très très devant Shohei Ohtani. Mais parce que lui, il a la défense, donc forcément, tu vois, ça ajoute. Mais ce qu'il fait là, c'est ouf. Là, tu peux avoir discussion. Après, est-ce que oui ou non, Shohei, il est au-dessus? Oui, il est au-dessus dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de stats et il le bouffe. C'est juste le fait qu'il n'ait pas la défense qui impacte réellement son truc. Tu vois, c'est le seul argument que je vois là à mettre en face. Mais oui, Est-ce que la défense est vraiment un juge de paix pour attention à ce ce que genre tu de vas dire. titre? Ah, d'accord. Non, mais ça va être Shohei. Ça va être Shohei. Mais parce que c'est pareil, c'est un putain d'ovni et que le mec il est en train de marcher sur le truc et que la ligue a besoin que Shohei soit MVP. Ouais. Mais au-delà de la théorie du complot, je pense que c'est le seul truc où tu te dis peut-être que tu as un point qui fait que tu peux avoir Pete Crow Armstrong. Ouais, mais tu vois, dans cette National League, moi je trouve que tu as en effet cet ovni Ohtani, mais du coup, tu te rends pas compte. Enfin, moi, quand je regarde les matchs et ce que je vois semaine après semaine, il y a quand même des sacrés joueurs. Enfin, je vais remettre. On pourra en rediscuter. C'est bien sûr, tu vois, c'est pas. Mais tu vois, un mec comme Eugenio Suarez, Corbin Carroll, je trouve qu'il fait une saison de ouf. Kyle Tucker, c'est pas si mal que ça. C'est pas En si effet, mal. bah, c'est plutôt Ah, bon. mais Kyle Tucker, il va être top 5 MVP, mec. Bah oui, mais quand je dis c'est pas si mal, c'est un euphémisme. Pete Crow Armstrong, en effet, tu vois, même Michael Bush, tu vois, tu pourrais aller dessus. Et tu vois, tu as des joueurs qui sont quand même dans cette National League. Attention, t'as quand même mixé des noms, là. Eugenio Suarez et Michael Bush avec les autres. Là, t'es en train de me faire saigner des yeux. Écoute. Non, mais ils font une bonne saison cette Les année. oreilles. Oui, ok, mais. Manny Machado, par exemple, tu vois, quand Des tu yeux vois parce ce que qu'il je le fait. vois. Derek Jeter n'a jamais eu de titre de MVP. Ouais, mais T'en veux d'autres des exemples? Mike Piazza n'a jamais été MVP. Non, je sais bien. On peut y aller à plein. Le MVP est censé être le meilleur joueur de la ligue. Si t'es une année avec un Barry Bonds, avec un Albert Puyol, un A-Rod, des mecs qui marchent sur la division, mec, tu peux faire la meilleure saison de ta vie. T'avais qu'à être là à la saison où c'est Justin Morneau qui le gagne. Ah, mais tu vois, un mec comme Manny Machado, ça fait un moment qu'il fait des. Ouais, mais il l'aura jamais. Ouais, mais ça, c'est de sa faute. Non, pas que de sa faute, c'est parce qu'il est aussi dans une génération de mecs là. Là, ce qu'on vit avec Jojo Tani, c'est Federer, Nadal, Djoko. Hein. Ouais, c'est ça, hein, je suis d'accord. Donc c'est terminé. Tu les as la liste. Tu les as. Ok, allez, rapide. Allez, Rookie of the Year. Attends, on va faire une petite note. Ça fait 25 minutes que je dis j'ai un quart d'heure. Ouais, ok. C'est clair. Ça fait 10 minutes que Jérémy dit Et je viens de voir. conclu. Je viens voir le message. Et que Julien il fait allez, on a un petit sujet. Non, bon, bah, Tu vois pourquoi non, moi, c'est dur j'ai juste un award, moi. Et Allez, je vas-y. sais pas si on sera Vas-y. d'accord. Le AL Comeback of the Year, Jacob de Grom.
Voilà. Allez, on conclut là-dessus. Salut. Ça se tient. Oui, ça se tient. Moi, je pense. Ça se tient. Voilà. Non pas pour te faire plaisir, mais oui, c'est. Non, je sais, bien compris. C'est pour le temps. C'est pas pour me faire plaisir. C'est pour qu'on se casse. Et moi, comme ça, hop, je sais que tu vois, je termine sur j'ai raison. Voilà, hop là. Bon, allez, on se quitte là-dessus du coup. Mike, on te remercie vivement. C'était hyper sympa de ta part de venir et d'être présent. Et c'était cool. Jérémy, merci d'avoir écouté le podcast qu'on a fait. Quel bâtard. Le seul des trois qui a préparé des trucs, c'est Jérémy. Ouais, et c'est de rien. lui qui s'en C'est pour ça que je fout. ne réécouterai pas le podcast quand il va être en ligne aujourd'hui. Voilà. Non. Ne vous réécoutez pas. Nous, on l'a beaucoup fait au début. Et en vrai, ça sert pas à grand-chose. Bon, ouais, on va essayer, on regarde. Allez. Merci Mike en tout cas de ta présence. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous, les Allez. gars. On se quitte là-dessus, on vous dit bonne journée, bonne nuit, bonne route, bon joyeux Noël si vous êtes comme moi et vous réécoutez tous les podcasts en une année. Et puis on se retrouve la semaine prochaine du coup. Et puis Promis, la prochaine fois, on essaie de le faire à 4. ouais, Ouais, on en a eu un de chaque. La prochaine, c'est sûr. Il va durer 18 heures. Mais... Un marathon. non, par contre, non, Jérémy, il faut qu'on en fasse un juste avec toi parce qu'on en a fait un juste avec Julien. Donc ce serait pas fair de pas en faire un juste avec toi. Ouais, mais là, non. Là, en fait, je me poserai et puis je vous écouterai, comme a fait Julien apparemment avec vous, quoi. Ouais, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? 2 tunnelman dans une conversation, c'est compliqué. Bon, on conclut là parce qu'après, ouais, j'ai pas le On temps. t'attend tout à l'heure, on t'attend. Bon, allez, vous allez, n'hésitez pas à commenter sur les réseaux, partager tout ce que vous voulez. Plateforme d'écoute, une petite note et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça aide à rendre le web baseball plus visible. Voilà, allez, on vous dit tous à la semaine prochaine. Et Mike, encore un grand merci. Allez, ciao, ciao. Bonne journée, les gars.